Donc, tout d'abord, merci Nalini et Thibaut pour l'organisation de cette conférence, dont le thème et le programme sont très séduisants. Je suis ravi et très honoré d'être invité et encore plus honoré d'avoir l'opportunité d'ouvrir la conférence. Alors, je vais vous parler de géométrie aléatoire, c'est-à-dire un mélange de probabilités, c'est-à-dire d'objets aléatoires, et de géométrie, c'est-à-dire que ces objets aléatoires vont être des objets géométriques. Et là, je vais faire... Alors, il y a plein de manières d'entendre ce que signifie le terme géométrie aléatoire. En l'occurrence, ici, je vais construire des objets qui seront plongés dans un espace que l'on connaît déjà. Donc ici, ce sera tout exposé à un espace euclidien. Et finalement, l'unique brique aléatoire dont je vais avoir besoin, l'unique brique élémentaire, ça va être la construction de points aléatoires. Et à partir de ces points, je vais faire une construction géométrique qui sera déterministe. Et à partir de là, j'aurai un objet aléatoire plongé dans l'espace euclidien que je vais étudier. C'est ça le principe de cette géométrie aléatoire dont je vais parler aujourd'hui. Alors, convexe, pourquoi? Parce que les objets que je vais regarder en particulier seront des ensembles convexes, des corps convexes, c'est-à-dire des ensembles convexes compacts avec intérieur non vide, et pour lesquels on aura besoin d'outils qui viennent d'une part des probabilités, théorie des processus ponctuels, théorème limite, tout l'arsenal que vous pouvez imaginer en probabilité, et d'autre part, on aura besoin d'outils géométriques qui viendront de la géométrie convexe et de la géométrie intégrale. Alors, comme je vous disais, la brique élémentaire qui va me permettre de construire ces objets aléatoires, c'est comment jeter des points aléatoirement dans l'espace euclidien. Et une fois que j'aurai jeté ces points qui, eux, seront aléatoires, je ferai une construction déterministe. Alors, il y a une manière très naïve de procéder. Je n'ai pas dit d'ailleurs que vous m'interrompez à n'importe quel moment si vous avez des questions. Je prévois de commencer tranquillement, donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, donc une manière très naïve de débuter, c'est on se donne une fenêtre, donc un compact de l'espace euclidien. Ici dans le plan, j'ai pris le carré unité, et dans ce carré unité, j'ai une notion de loi uniforme. C'est-à-dire que j'ai l'abscisse leur donnée que je peux prendre uniformément dans 0,1 et je jette mes points indépendamment les uns des autres, l'abscisse leur donnée suivant des lois uniformes. Donc ce que je récupère, c'est un ensemble, alors je peux en jeter n, un nombre n, c'est ça, un nombre n que je me suis donné. Ah pardon, ça va trop vite. Ok. Je récupère des points indépendants et on appelle ça un processus binomial pour quelle raison? Parce que si je me donne une région particulière de cette fenêtre, le nombre de points qui va être dans cette région suit une loi binomiale, c'est-à-dire que je suis obligé de faire une somme de lois de Bernoulli, parce que j'ai une loi de Bernoulli pour chaque événement qui correspond à est-ce que le premier point est dans cette zone ou n'est-il pas dans cette zone, etc. Et donc en particulier, si je coupe en deux ma fenêtre, le nombre de points qui est à gauche et le nombre de points qui est à droite seront dépendants, évidemment, puisque j'ai un nombre total qui est fixé. Et comment résoudre ce problème de dépendance? De manière très simple, en changeant le nombre total de points que je jette, au lieu de prendre un nombre fixé, je vais jeter un nombre aléatoire qui sera poissonien. Alors on peut se dire que le fait de jeter un nombre poissonien de points, c'est quelque chose de totalement arbitraire. En réalité, la loi de Poisson est la seule qui va vous permettre d'obtenir cette propriété essentielle qui est l'indépendance des points qui vont tomber dans des zones disjointes de votre fenêtre. Donc si je coupe à nouveau en deux la fenêtre, si maintenant je jette un nombre poissonien de points de moyenne, alors lambda, donc j'appelle carré unité, donc lambda est un nombre réel, alors j'ai pris plus que 1, mais à vrai dire je pourrais prendre positif, ça me suffit. Je jette ensuite, une fois que j'ai fixé ce nombre poissonien, des points indépendants uniformément répartis dans la fenêtre. Ce que je récupère à la fin, donc c'est presque la même chose que tout à l'heure, simplement le fait que le nombre de points soit aléatoire de loi de Poisson me dit que si je coupe en deux ma fenêtre, une partie gauche, une partie droite, et bien dorénavant, le nombre de points qui tombe à gauche sera indépendant du nombre de points qui tombe à droite. Et alors, donc, si j'ai pris une fenêtre de volume unité, le lambda, donc, qui est finalement le seul paramètre qui me permet de définir le modèle, c'est ce qu'on appellera l'intensité, c'est le nombre de points par unité de volume. Une fois que je me suis fixé le lambda, j'ai une manière unique de construire ce modèle. Et donc, on appelle ça un processus ponctuel de Poisson dans ma fenêtre W. Voilà, alors après, le souci suivant qu'on peut avoir, c'est que j'ai fait ça dans une fenêtre, j'ai bien envie de le faire dans tout l'espace.
Or, le problème, c'est que je n'ai pas de loi uniforme sur toute la droite réelle ou sur tout le plan euclidien, par exemple. Je n'ai pas une manière de construire un point uniformément. Et alors, le miracle qui se produit avec le processus de Poisson, c'est que même si je ne peux pas jeter un point uniformément dans tout l'espace, je peux en jeter une infinité. Et donc, c'est le principe du processus de Poisson homogène dans l'espace euclidien RD, donc de dimension D tout entier. Donc là, j'ai la fenêtre de tout à l'heure. C'est exactement les mêmes points que tout à l'heure. Hein, si vous pouvez regarder, c'est les mêmes. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Imaginez que j'ai partitionné, j'ai subdivisé mon espace en fenêtres côte à côte comme ça. J'ai fait un quadrillage. Et ensuite, indépendamment, j'ai fait le même procédé que celui que je vous ai décrit. J'ai jeté un nombre Poisson point dans chacune des fenêtres. Et en faisant ça, tout ce que je récupère, c'est finalement un ensemble de points aléatoires sur tout l'espace euclidien. Et c'est le meilleur sens qu'on puisse donner à jeter un nuage de points indépendants et uniformément distribués sur tout l'espace. Voilà, donc même si je ne sais pas en jeter un, je sais en jeter une infinité. C'est ça la morale de tout ça. Et encore une fois, donc finalement, pour définir cet objet-là sur tout l'espace, j'ai juste besoin d'un paramètre qui est l'intensité, le nombre de points par unité de volume. Alors après, ça ne va pas être du tout l'objet de mon exposé, mais simplement je voulais vous signaler qu'on peut faire ce qu'on appellerait de la zoologie de ces processus ponctuels. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est très naïf la manière dont je fais les choses. J'ai jeté des points indépendants. Alors, évidemment, vous pouvez penser que ces processus ponctuels vont représenter des positions dans l'espace. Ça peut être des positions d'une certaine espèce végétale ou animale dans un écosystème, donc dans une forêt, une espèce d'arbre, et chaque point correspondra au tronc d'un de ces arbres. Ça peut être les centres de cellules dans un milieu cellulaire biologique, par exemple. Ça peut être des émetteurs radio dans un réseau de communication. Donc, dans tous les exemples que je vous donne, vous vous dites que, en général, les points ne vont pas être totalement indépendants. C'est-à-dire, par exemple, si je mets un arbre à un endroit, il va pas forcément, si son tronc est très large, il ne va pas y avoir beaucoup d'arbres tout autour. Donc, du coup, il y a peut-être répulsion entre les points. Ou au contraire, il peut y avoir attraction, si je regarde des modèles plus associés à la physique, aux matériaux, aux particules. Donc, du coup, on peut construire une zoologie de processus ponctuels. Ici, j'ai gardé la construction poissonienne, mais au lieu de prendre la loi uniforme, j'ai pris une loi gaussienne. Donc, du coup, j'ai plus de points autour du centre de la moyenne de la loi gaussienne et beaucoup moins quand je m'éloigne de la moyenne. Là, c'est un processus attractif, ou au contraire, quand j'ai un point, donc c'est un processus de branchement spatial. Quand j'ai un point, il va donner naissance à des enfants autour de lui, il va essaimer, et du coup, vous voyez des gros paquets, des clusters. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus ponctuel de cluster de type Mattern. Mattern étant un mathématicien qui travaillait précisément en foresterie. Et donc ici, c'est un exemple au contraire où vous avez répulsion. Donc, c'est un exemple extrêmement connu qu'on appelle le processus ponctuel déterminantal de Gilles-Libre, qui est obtenu quand vous prenez les valeurs propres d'une matrice aléatoire à entrée gaussienne. Vous représentez les valeurs propres dans le plan complexe et vous récupérez quelque chose qui est beaucoup plus finalement régulier, qui correspond plus à l'intuition qu'on se ferait de jeter des points régulièrement dans l'espace que ce que je vous ai montré ici avec le processus de Poisson. Le processus de Poisson où quand même il y a des paquets qui se forment malgré tout. Là, ici, en fait, le fait que les points soient en répulsion les uns par rapport aux autres fait que là, ça ressemble plus à l'idée qu'on se ferait d'un quadrillage régulier, même si, évidemment, l'aléa demeure. Voilà, bon, moi je vais me contenter dans l'exposé de regarder des processus ponctuels de Poisson homogènes, c'est-à-dire je garde l'indépendance totale des points les uns par rapport aux autres et je vais jeter mes points dans l'espace tout entier avec une loi uniforme si je regarde ce qui se passe dans une fenêtre. Alors, maintenant je vous ai dit, c'était la seule partie aléatoire de l'exposé, comment jeter les points. Maintenant que j'ai jeté les points, quel type de construction je peux faire? Alors, plein de possibilités, voilà, je vais vous donner quelques exemples, mais évidemment ce n'est pas du tout exhaustif ce que je vais vous raconter. Alors, premier exemple possible, j'ai mes points, je relie chaque point à son plus proche voisin. Donc, nearest neighbor graph, et je peux étudier ce graphe, qui est un premier exemple de graphe aléatoire géométrique, c'est-à-dire qu'il est plongé dans un espace euclidien et j'ai besoin de la connaissance des distances entre les points pour pouvoir le construire. Alors, autre exemple, c'est ce qu'on appelle donc un graphe géométrique aléatoire classique,
où là, je vais relier tous les points qui sont à distance plus petite qu'un certain seuil fixé. Donc là, c'est un modèle qui avait été introduit par Gilbert dans les années 60 pour représenter un réseau de communication où vous avez des émetteurs radio qui émettent à une certaine portée et pas au-delà. Et donc, du coup, on se demande comment l'information va se transmettre d'un émetteur à l'autre. Et elle peut se transmettre si j'ai suffisamment de connexions. Et la connexion, elle intervient systématiquement lorsque l'émetteur le plus proche est à distance plus petite que ce fameux seuil que j'ai fixé au départ. Prenez 1, par exemple. Et donc, du coup, évidemment, plus ce graphe va être connecté, plus la couverture du réseau est bonne. Voilà, évidemment, c'est un modèle extrêmement naïf parce que l'émission du signal décroît avec la distance. Et là, dans ce modèle-là, je suppose simplement qu'elle est parfaite jusqu'à une certaine distance et qu'elle est brusquement nulle, ce qui est évidemment un petit peu naïf. Alors, autre construction possible, c'est la mosaïque de Poisson-Voronoi. Alors là, je vais prendre les points et faire une construction géométrique qui consiste à dire qu'autour de chaque point bleu que j'ai ici, je vais me donner la zone de l'espace, de tous les points de l'espace qui sont plus proches de ce point de bleu que de tous les autres points bleus. Donc, c'est-à-dire cette zone-là, elle va être délimitée par, donc ici en dimension 2, des portions de médiatrices, des segments qui relient ce point que je me suis fixé aux autres points bleus autour de lui. Et donc, quand je suis dans sa zone de domination, si je puis dire, donc ce qu'on appelle la cellule de Voronoi associée à ce point-là, eh bien, je suis plus proche de ce point bleu-là que de tous les autres. Et ce que j'obtiens, c'est une partition de l'espace en polyèdre convexe. C'est une partition de l'espace aléatoire qui est classiquement utilisée, alors ça peut être pour représenter un milieu cellulaire évidemment, à nouveau en réseau de communication parce qu'on va évidemment être relié à l'émetteur le plus proche de soi. Ça peut intervenir pour représenter des matériaux biphasiques, si par exemple si vous commencez à colorier vos cellules. Donc tous les milieux inhomogènes, vous pouvez les représenter avec des mosaïques de ce type-là. On peut faire quelque chose de plus élaboré, mais c'est un premier pas. Voilà, alors dernière construction possible. Donc vous repartez de votre ensemble de points, et là je fais une construction très simple qui consiste à prendre ce qu'on appelle l'enveloppe convexe, c'est-à-dire je vais me donner le polyèdre convexe le plus petit qui contient tout mon nuage de points. C'est-à-dire que finalement, je m'intéresse à ce qu'on appelle les points extrémaux, c'est-à-dire ceux qui sont à la frontière de cette enveloppe convexe, qui sont un peu ce qu'on appellerait les outliers de mon nuage de points. Et du coup, on va en reparler, mais cette enveloppe convexe, alors elle peut avoir un intérêt en analyse d'image, ça peut être pour colorier des formes, ça peut être pour faire de la détection de zones. Alors il se trouve que les enveloppes convexes aléatoires ont servi de manière très surprenante en archéologie, où il y avait des fouilles dans la région de Messénie, et on a trouvé on a fait des fouilles, on a trouvé certains points dans lesquels il y avait des zones où il y avait eu existence d'une civilisation à une certaine époque. Et la question, c'est de séparer les provinces les unes des autres. Et donc, du coup, on a des ensembles de points et on essaye de voir avec quelle probabilité, si je fais des enveloppes convexes de ces points-là, de deux ensembles de points distincts, elles vont être suffisamment éloignées les unes des autres. Donc du coup, étonnamment, ces enveloppes convexes aléatoires ont servi en archéologie. Voilà, et on va en reparler pour tout ce qui est données multivariées. Si vous pensez que vos points, ce sont simplement des données, que vous avez plusieurs coordonnées qui correspondent à plusieurs entrées de vos données, et du coup, là, après, on cherche à faire de la profondeur de données et à estimer lesquelles sont à la superficie d'un enveloppe convexe, lesquelles vont être un peu plus à l'intérieur, et du coup, l'idée, ça va être d'itérer ce procédé d'enveloppe convexe, et ça, je vais en parler en fin d'exposé. Ok, alors maintenant, tout ça c'est bien beau, j'ai fait des constructions aléatoires, quel type de calcul je peux faire une fois que je me suis donné ces différents objets? Alors, je vais vraiment partir très bébête, je vais me donner le disque unité, je vais construire 3 points indépendants uniformément distribués dans le disque unité, et je construis le triangle de sommer ces 3 points. Voilà, il a une certaine aire. Et la question est vraiment toute simple. Je me demande quelle est l'aire en moyenne de ce triangle aléatoire quand j'ai jeté 3 points dans le disque.
Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est complètement stupide. La loi uniforme dans le disque, on la connaît, on peut écrire. Le calcul de l'air, on sait le faire une fois qu'on a les coordonnées des points. J'écris mon calcul, j'intègre et je vais m'en sortir. Oui, sauf que dès que vous écrivez l'intégrale, problème, déjà l'air, il y a une valeur absolue qui sort. Pas évident en fait d'aller au bout du calcul de l'intégrale. Là déjà, on se rend compte qu'on a besoin d'outils de géométrie intégrale assez élaborés. Donc la réponse, je vous la donne. Je n'ai pas tenté un sondage, mais je ne suis pas sûr que 35 sur 48 pi allait ressortir souvent. Bon, en tout cas, donc c'est 35 sur 48 pi. Et pour le faire, bah, en fait, on peut se convaincre assez rapidement qu'un des 3 points, je peux supposer qu'il est sur la frontière du disque, quitte à conditionner par la valeur de la distance maximale à l'origine. Donc une fois que j'ai un des 3 points sur le cercle unité, je peux translater le disque, parce que finalement tout ce problème est invariant par translation, et donc je peux placer mon point qui est sur le cercle en l'origine, et finalement une fois que j'ai placé ce point en l'origine, j'ai plus que 3 degrés de liberté, j'ai l'angle d'ouverture, depuis ce point, l'angle d'ouverture du triangle qui est là, et j'ai ensuite les distances de ce point aux 2 autres points. Et là, j'arrive à intégrer et je trouve le 35 sur 48 pi. Donc ça, c'était un calcul qui venait d'une question posée par Sylvester en 1964, qui posait la question suivante dans The Educational Times. Donc c'était vraiment un journal de casse-tête mathématique. Hein, c'est parti de là. La question, c'était si je jette 4 points aléatoirement, quelle est la probabilité qu'ils forment un quadrilatère convexe? Finalement, en y réfléchissant, on comprend assez vite. Déjà, ça n'a pas de sens de dire je jette 4 points aléatoirement. Donc le sens qu'on peut donner, c'est je me fixe un convexe et je prends un convexe compact et je prends la loi uniforme dans ce convexe compact, des points indépendants. Et ensuite, ben, finalement, la proba que je forme un quadrilatère convexe, c'est que le 4e point ne tombe pas à l'intérieur du triangle formé par les 3 premiers. Et donc, du coup, finalement, ben, calculer l'aire moyenne de ce triangle, en conditionnant par la position du 4e, ça revient à calculer la probabilité que je n'ai pas de quadrilatère convexe. D'accord, que j'ai le 4e point à l'intérieur de ce triangle. Donc c'est le même calcul. Et ce calcul a été fait par Woodhouse en 1867. Après, la question c'était, si je change la forme du disque, quel type de calcul je peux obtenir? Donc il y a des gens qui ont fait le carré, le triangle, etc., le polygone régulier. On s'est assez vite rendu compte, et ça a été démontré par Blaschke en 1917, que ce calcul d'aire moyenne du triangle, il est minimal lorsque je prends les points dans un disque, et il est maximal quand je prends les points dans un triangle. Donc ça, il y a une certaine monotonie sur cette aire moyenne du triangle, ce qui n'est pas du tout trivial à montrer, ce qui se montre par symétrisation des données, là, des 3 points. Et ce qui est surprenant, c'est que ça ne passe pas en dimension supérieure. Il y a un côté qui passe en dimension quelconque dans la boule. C'est toujours le simplex que je vais construire dans la boule qui aura le volume minimal. En revanche, de l'autre côté, c'est encore une question ouverte. Est-ce que c'est dans un simplex, quand on jette des points dans un simplex, que je vais trouver le volume moyen du simplex aléatoire maximal? On ne sait toujours pas faire ça, et c'est lié à ce qu'on appelle la conjecture de l'hyperplan, qui est une célèbre conjecture en analyse convexe en grande dimension. Donc justement, je parlais de dimension D. Donc si je me pose la même question en dimension D, là pour le coup, donc, on peut faire le calcul dans la boule. Et alors là, pareil, je n'ai pas fait de sondage, hein, pas sûr que vous alliez me pondre ça. Mais donc il y a moyen de faire un calcul exact. Et ce calcul, alors il est dû à plusieurs personnes. Donc Kingman en 69, Miles en 71, qui a étendu ça à tous les moments de ce volume. Et Zakhar Kaplushko récemment a trouvé une formule close pour le volume de l'enveloppe convexe quand je jette maintenant un nombre quelconque de points dans la boule. Voilà. Alors, autre petit calcul exact, je regarde l'heure quand même pour ne pas trop traîner. Alors, je repars de mon disque unité. Maintenant, je prends les points sur le cercle, sur la frontière du disque unité. Et je me pose une question. Donc, je construis le triangle à nouveau. Je me pose une question très simple. J'ai le centre du cercle. La question, c'est quelle est la probabilité que ce centre se trouve à l'intérieur du triangle? Alors, en y réfléchissant, on se convainc assez vite que c'est la même chose que de demander que les 3 points ne soient pas dans un même demi-cercle. D'accord? Donc, on peut faire le calcul en dim 2, on va trouver assez vite ça. Je pense que si on prend le temps, on va trouver assez vite un quart. Et finalement, le résultat donc, dû à Wendel en 62,
c'est que je peux étendre ça pour un nombre quelconque de points et en dimension d. Donc là, ma question, c'est maintenant, je suis en dimension d, je jette des points alors, sur la sphère unité, si vous voulez, indépendant. Je peux les prendre en fait avec n'importe quelle loi qui soit symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, si je prends un point et que je prends son opposé, ils doivent avoir la même loi. Cette seule hypothèse me suffit pour faire le calcul de la proba. Il faut qu'ils soient indépendants. Et maintenant, donc, si j'en jette n en dimension d, alors c'est très rigolo parce que ce n'est pas du tout un calcul de géométrie. C'est un calcul purement combinatoire. Et alors, ce calcul me dit qu'en fait, c'est la probabilité qu'une loi binomiale soit plus grande que d quand je prends une loi binomiale de paramètres n-1 et 1,5, comme si je jetais, donc comme si je sommais n-1 loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, ce n'est pas évident de comprendre d'où sort la loi binomiale. Et ça se ramène, par contre, on peut comprendre la méthode pour le montrer, ça se ramène assez vite finalement à compter le nombre de composantes connexes que vous formez quand vous jetez des hyperplans aléatoires qui passent tous par l'origine. Donc finalement, ça utilise à un moment donné la formule de Schläfli qui est purement combinatoire sur ce sujet-là. Voilà. Ok, donc ça c'était le deuxième type de calcul que je voulais vous montrer. Alors, un troisième, juste pour faire, donc ce sera le seul moment où je vais reparler de Voronoi dans cet exposé. Donc je construis la mosaïque de Voronoi comme tu avais vu tout à l'heure, je suis en dimension 2. Ma question c'est, alors je prends une cellule parmi tous ces polygones convexes en dimension 2 au hasard. Alors là évidemment ça n'a pas grand sens parce que j'en ai une infinité. Il faudrait donner un sens à ça. Alors si je prends une fenêtre et que je prends toutes les cellules contenues dans la fenêtre, j'en pioche une dedans et puis après je fais tourner la taille de la fenêtre vers l'infini. Du coup, on peut donner un sens à cette manière de piocher une cellule au hasard. Il y a d'autres moyens de faire, mais celui-là, c'est quand même le plus simple. Et le résultat, c'est que, alors ce qui est surprenant, c'est que c'est un entier, et que cet entier est 6. Et ça peut s'expliquer alors, de la manière suivante. En fait, si vous regardez la mosaïque, si vous regardez tous les sommets du squelette de la mosaïque, finalement, ils sont tous trivalents. C'est-à-dire, par un sommet, j'ai exactement 3 arêtes qui partent. Chaque sommet est contenu dans 3 cellules. Et par ailleurs, autre chose que je note, si je prends un sommet, soit il est en Y, soit il est en Y renversé. Alors j'essaie d'en trouver un, voilà, là ce serait un Y renversé par exemple. Donc ça veut dire que soit c'est le sommet, alors si c'est un Y, c'est le sommet le plus bas d'une cellule, et si c'est un Y renversé, c'est au contraire le sommet le plus haut. Là c'est le sommet le plus haut de cette cellule, par exemple celui-là. Et celui-là est le point le plus bas de cette cellule-là. Donc finalement, j'ai 2 fois plus de sommets que je n'ai de cellules. Parce que pour chaque cellule, j'ai un point le plus haut, un point le plus bas. Donc j'ai 2 fois plus de sommets, et chaque sommet est contenu dans 3 cellules, donc 3 fois 2 égale 6. C'est une manière heuristique de faire le calcul. Après, je pourrais poser le calcul avec la loi poissonienne, ça marcherait aussi. Je peux étendre ça en dimension supérieure. La mosaïque dans la dimension supérieure, c'est que ce n'est plus un entier. On peut faire un calcul explicite, voilà. Et, donc là, c'est un calcul qui est du Müller, qui est de 89, voilà, qui vous dit que, alors là, pour le coup, en posant l'intégrale, on obtient le nombre moyen de sommets d'une cellule piochée au hasard. Alors, tout ça, c'était des calculs exacts. On se convainc assez vite que, bon, je ne vais pas vous mentir, on est très très limité en termes de calcul exact en géométrie aléatoire. C'est jamais si difficile que ça de poser des intégrales, mais le problème c'est aller au bout d'un calcul explicitement, on est vite limité. Donc du coup, on requiert souvent des méthodes asymptotiques pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Aussi parce que dans un esprit plutôt statistique spatial, on a toujours l'idée d'une grande masse de données. Donc ça peut avoir ce sens-là, ça peut aussi avoir le sens asymptotique grande dimension. Donc je vais vous donner quelques exemples de résultats asymptotiques qu'on peut établir dans le cas de graphes aléatoires. Après, je vais parler plutôt de cellules aléatoires et convexes aléatoires. Et ensuite, ça sera l'objet de mon exposé sur le reste du temps que j'ai, qui n'est pas infini non plus. Alors les graphes aléatoires. Donc là, je passe assez vite. Simplement, pour la culture, vous dire qu'il y a plein de manières possibles de passer à l'asymptotique pour les graphes aléatoires. La manière la plus naïve, c'est d'essayer de calculer un coût dans une fenêtre donnée et faire grandir la taille de la fenêtre. Donc le coût, ça peut être par exemple la longueur totale du graphe. Je vais calculer la longueur totale dans une fenêtre, l'agrandir, et je me demande est-ce que j'ai des théorèmes limites associés à cette longueur totale.
Donc là, j'ai mis quelques références, Rambert Simas, Alexander Jukic. L'idée, c'est que c'est aussi lié à la question, par exemple, du voyageur de commerce. Comment optimiser la construction du graphe en fonction de ce coût qui peut vérifier une loi des grands nombres, intervalle central limite, etc. Après, vous avez le point de vue vraiment connectivité, le point de vue percolation. Est-ce que je peux être connecté à l'infini? Et donc là, c'est vraiment la question de est-ce qu'il y a l'existence de chemins infinis? Est-ce qu'il y a une composante infinie de mon graphe? Donc là, il y a toute une école qui a travaillé là-dessus, avec des CNS pour l'existence d'une transition de phase, à partir de laquelle, si j'ai une intensité assez grande, alors j'aurai une composante infinie et probable positive. Donc j'ai mis pas mal de références, en particulier il y en a une qui est due à François Baccelli, qui est ici présent en collaboration avec David Coupi et Viet Titran, qui n'est pas sur ce graphe géométrique, qui est sur une directed spanning forest, où vous reliez les points, mais avec une certaine condition géométrique que vous devez aller dans une direction privilégiée. Voilà. Et d'autre part, on peut aussi s'intéresser à la distribution des degrés. Alors si vous pensez à un réseau Internet et des serveurs, par exemple, alors là, pour le coup, si je pense plutôt à des réseaux, le modèle euclidien a ses limites et on a plutôt tendance à prendre des graphes géométriques dans un modèle hyperbolique. Bon, ça c'est notre question, mais en tout cas, l'intérêt de regarder les degrés, c'est du coup de se dire, est-ce que si je regarde le degré maximal, est-ce que je dépasse un certain seuil et est-ce qu'un serveur va être complètement enseveli sous les demandes dans un réseau Internet, par exemple. Donc du coup, il y a eu des travaux notamment de Matthew Penrose pour évaluer, avoir des théorèmes de convergence en loi pour le degré maximal de graphe géométrique. Alors sinon, si je regarde maintenant des cellules convexes, donc là j'ai pris ici un exemple qui est une enveloppe convexe de points dans l'ellipse. Alors, je peux m'intéresser aux caractéristiques de cette enveloppe convexe, donc qui est un polyèdre aléatoire. Donc, je peux regarder son volume, l'aire du bord, je peux regarder le nombre de points extrémaux, c'est-à-dire le nombre de points qu'il y a sur la frontière, le nombre de côtés, le nombre de faces k-dimensionnelles. Donc là, il y a des travaux pour trouver la moyenne asymptotique, des lois des grands nombres, des théorèmes centraux limites, etc. Donc du Arrhenius-Ulanke, qui est un article fondateur de 63, puis les résidus à barre. Excuse-moi, Pierre, là, oui. Quel est le paramètre qui tend vers l'infini dans ce Ah oui, bonne question, merci. Merci. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc là, soit vous avez fixé le nombre de points que vous avez jetés dans la fenêtre, et du coup, c'est le nombre de points qui tend vers l'infini, soit c'est un processus de Poisson, et c'est l'intensité qui tend vers l'infini, ce qui revient à peu près au même. Sauf que le nombre de points est aléatoire poissonien, mais sinon... Donc l'idée, c'est vraiment c'est le nombre de points qui est infini, on se rapproche de plus en plus de la fenêtre dans laquelle j'ai jeté les points, et j'obtiens une approximation polyédrale ici de mon ellipse, et finalement, là, ma question, c'est quelle est la qualité, quelle est la complexité de cette approximation polyédrale. Et quand je dis complexité, j'ai vraiment en tête aussi complexité au sens algorithmique, parce que là, finalement, le nombre de points extrémaux va aussi me dire quelle est la vitesse que je peux attendre d'un calcul de l'enveloppe convexe par des moyens algorithmiques. Voilà, donc c'est tout ça qui rentre en jeu quand je prends le nombre de points qui tend vers l'infini. Mais effectivement, oui, j'ai oublié de le dire, merci. Après, donc là, je ne vais pas du tout en parler, mais il y a des questions de grande dimension, alors liées aussi au machine learning, où donc vous allez tendre vers la dimension à l'infini, vous vous demandez à quoi va ressembler ce type de convexe aléatoire. Il se trouve qu'on a des formes qui ressemblent plutôt à des étoiles, c'est assez surprenant. Et donc il y a un certain nombre de travaux assez récents sur le sujet. J'ai un travail commun avec Benjamin Dadoun dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais j'avais un petit regret, donc c'est pour ça que je l'ai cité ici, quand la dimension tend vers l'infini. Enfin, alors c'est ça qui va m'intéresser, c'est regarder des formes limites quand le nombre de points tend vers l'infini. Donc ici, bien sûr, je sais que la forme limite, ça va être le convexe de départ, l'ellipse ici, mais ma question, c'est plutôt les fluctuations de toute cette forme limite. C'est-à-dire vraiment faire un zoom, vous voyez, je fais un zoom ici, et je me demande qu'est-ce qui se passe très près de la frontière, qu'est-ce que je peux voir, comment ça fluctue, à quelle distance je suis de la frontière. Évidemment, je m'attends à avoir ici des arêtes de plus en plus petites, parce que je vais de plus en plus suivre la frontière qui est courbée ici. Mais justement, combien d'arêtes j'ai, quelle est par exemple la longueur de ces arêtes, la longueur maximale. Donc toutes ces questions qui vont me dire quelles sont les fluctuations de mon enveloppe convexe aléatoire. Donc là, pardon, pour être sûr d'avoir bien compris, tu as fixé à l'avance un convexe? Oui. Et tu jettes des points de... Oui, mais je vais reprendre le temps de définir le modèle dans ce qui va suivre. Donc 10h35, il est temps de donner un plan. Alors, donc, non, mais ne vous inquiétez pas.
puis après, tu as commencé à 5. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, la première partie, j'ai parlé d'une certaine géométrie aléatoire de manière extrêmement vague. Donc là, maintenant, je vais me concentrer sur ces questions de fluctuation d'enveloppe convexe aléatoire. Et dans une dernière partie qui va prendre un petit peu la tangente par rapport à ce que j'aurais raconté la précédente, je parlerai de pelage d'enveloppe convexe, où on va peler l'oignon et on va itérer le procédé d'enveloppe convexe. Voilà. Et donc ce sont des travaux communs avec Joe Jukic, qui me fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui, merci Joe, et Gauthier Quillan, donc, qui était en thèse avec moi jusqu'en 2022. Alors, donc je reprends le modèle, effectivement, je prends le temps. Donc ici, on se donne une fenêtre donnée, K, alors en bleu. Donc K, c'est un convexe compact d'intérieur non vide, que je suppose donc smooth, donc à bord lisse. Et qu'est-ce que veut dire lisse pour moi? J'attends un bord C2, je veux avoir une courbure, et je veux que cette courbure soit bornée de part et d'autre. Je veux qu'elle soit strictement positive et bornée par une constante strictement positive, et bornée de l'autre côté aussi par une constante strictement positive. Ensuite, je me donne à nouveau un processus de Poisson donc homogène. Donc j'ai des points uniformément répartis à l'intérieur de mon convexe, en nombre poissonien, donc d'intensité lambda, c'est-à-dire que le nombre total, c'est lambda fois le volume du convexe dans lequel j'ai jeté les points. Voilà. Et ensuite, je construis l'enveloppe convexe, c'est-à-dire le plus petit polyèdre convexe contenant le nuage de points que je me suis donné. Et l'asymptotique, donc là, ça va être visuel. J'augmente le nombre de points, regardez. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que progressivement, mon convexe aléatoire en jaune se rapproche de plus en plus donc du bord convexe en bleu. Donc, il y avait un effet qui se coule, il y avait un deuxième temps pour la construction du modèle. Voilà. Et donc, du coup, la question maintenant, c'est quelles sont les fluctuations quand lambda, donc le nombre de points par unité de volume, tend vers l'infini. Donc, je pourrais le faire aussi en fixant le nombre de points que j'avais fixé. Évidemment, c'est plus commode, c'est ce que j'ai un petit peu raconté au début, c'est toujours plus commode de prendre un processus de Poisson, c'est-à-dire de prendre un nombre aléatoire de points que je jette poissonien, que de fixer le nombre de points pour la raison que j'ai toujours cette histoire d'indépendance qui est extrêmement précieuse. Maintenant, les taux que je vais énoncer peuvent ce qu'on appelle se dépoissonniser, c'est-à-dire s'écrire si j'avais jeté un nombre fixé de points n. Voilà, j'ai fait le choix de les écrire avec lambda parce que c'était plus commode, c'est tout. Ok, alors, fluctuation, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais isoler ici deux arêtes ou deux facettes, je vais dire ce que c'est les facettes dans un instant, donc de mon convexe qui ont des propriétés bien particulières. Donc celle qui est à droite ici, c'est celle qui est la plus éloignée du bord du convexe K en bleu. Donc c'est la plus éloignée. Donc là, si je mesure cette distance-là, ce qu'on va appeler la distance de Hausdorff, je la redéfinirai dans un instant, cette arête-là en rouge, c'est celle qui va être la plus longue ici en dimension 2, et en dimension quelconque, c'est celle qui aura le volume d-1 dimensionnel le plus grand. Donc l'idée, c'est que celle-ci va vous mesurer une fluctuation radiale, donc au sens où je m'éloigne radialement de la frontière de K, et là au contraire, c'est une fluctuation longitudinale, je m'éloigne latéralement par rapport à la frontière de K. Voilà. Et les deux doivent me donner suffisamment d'informations sur la manière dont on se rapproche de la frontière de K. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une facette? Donc, une facette, c'est une face d-1 dimensionnelle, et on se convainc assez vite. Donc là, j'ai fait une simulation en dimension 3, juste pour vous montrer que les facettes, on se convainc assez vite que en dimension 3, ça va être des triangles avec proba 1, parce que j'ai une proba nulle d'avoir 4 points sur un plan fixé que je me donne. Donc je suis sûr avec proba 1 que je vais avoir des triangles, et en dimension quelconque, je vais avoir des simplexes. Donc vous commencez à voir mes petits exemples que j'ai présentés au début, finalement, n'étaient pas si naïfs que ça. J'avais derrière la tête l'idée qu'une facette, ça va être l'intersection de mon enveloppe convexe aléatoire avec une section par un hyperplan. Et dans cet hyperplan, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la section de K qui va être quelque chose qui va avoir une forme. Alors, si je suis suffisamment près du bord, approximativement ellipsoïdal, on va dire. Et dans cet ellipsoïde, je construis un simplex. Et quitte à faire un changement d'échelle, une affinité dans chaque direction
chaque direction principale en un certain point de la frontière de K, je vais récupérer un simplex aléatoire dans la boule unité. Donc finalement, tout ce que je saurais dire sur le simplex aléatoire en boule unité va me servir pour étudier les facettes de mon enveloppe convexe aléatoire. Voilà, donc comme je vous disais, ce sont des simplex presque sûrement. On peut calculer leur nombre moyen, donc là c'est un résultat du Areno des 70 qui vous dit que ça accroît en lambda puissance d-1 sur d+1, donc lambda puissance 1 tiers par exemple en dim2. Ce nombre, de toute façon, ça ne dépend pas de l'ordre des phases que je regarde, c'est la même croissance pour le nombre de points extrémaux. Donc ça me dit en particulier si vous regardez l'air, finalement, asymptotiquement, l'aire du convexe aléatoire, elle va tendre vers l'aire du bord de K. Et comme vous avez un nombre lambda puissance d-1 sur d+1 facettes, vous aurez une aire pour chaque facette de l'ordre de lambda puissance moins d-1 sur d+1. Donc on s'attend que ce soit cet ordre de grandeur-là pour le volume d'une facette. Et si je prends une facette maximale, alors c'est classique en probabilité que dès qu'on essaie de faire un max de variables ID, il y a un log qui débarque. Et donc là, c'est ce qui va se passer aussi. Il y a un log qui va débarquer. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Donc ce que je voulais dire d'intéressant aussi ici, c'est que, donc, comme je vous disais, une facette, c'est l'intersection avec un hyperplan de l'enveloppe convexe aléatoire et que j'obtiens donc un simplex dans la section de K et que je peux le repérer par ce point sur la frontière. Et qu'est-ce que c'est que ce point? C'est le point de support de l'hyperplan qui est parallèle à celui-là, le plus proche. Et donc là, j'ai une espèce de profondeur que j'appelle la distance de f. Donc f, c'est ma facette. Donc z de f, c'est un point de support, le plus proche, tel que l'hyperplan d'appui soit parallèle. Et la distance, c'est la distance entre les deux hyperplans. Voilà. Et donc notre résultat principal avec Joe Jukic porte sur la distance de Hausdorff. Donc la distance de Hausdorff, qu'est-ce que c'est? C'est si je prends le parallélisé de mon enveloppe convexe aléatoire, c'est-à-dire je lui rajoute epsilon fois une boule. Je grossis un petit peu mon enveloppe convexe jusqu'à contenir K. C'est ça l'idée. Je prends le minimum d'epsilon tel que je contiens K. Ça, c'est la distance de Hausdorff. Et en travaillant un petit peu, on peut assez vite se convaincre que asymptotiquement, c'est la même chose que prendre le maximum sur toutes les facettes de la distance à la frontière. Ça revient au même si, attention, en fait, ce n'est pas égal tout le temps. Ce n'est pas égal tout le temps, mais asymptotiquement, ça fonctionne. Et donc, alors, ça c'est un résultat qui fait suite à des travaux de Barani et de Brekersing et Mingham, qui avaient uniquement travaillé en dimension 2 pour Brekersing et Mingham, et Barani, c'était des résultats qui étaient en espérance et en probabilité, et sans avoir une constante explicite. Donc, notre résultat, c'est que la distance de Hausdorff, elle vérifie une loi des grands nombres avec une constante explicite. Je vais en parler dans un instant. Il y a le log. Alors, chaque arête est asymptotiquement à distance lambda puissance moins 2 sur d+1, donc lambda puissance moins 2 tiers en dimension 2 de la frontière. Et le log apparaît parce que je vais prendre un maximum, c'est ça l'idée. Et alors, on a un développement asymptotique de cette distance de Hausdorff, alors qui est tout à fait classique en théorie des valeurs extrêmes. Vous avez du log, vous avez du log-log, vous avez une constante. Et au bout, vous avez, c'est ça la seule partie aléatoire de mon développement asymptotique, cette variable-là converge en loi vers une loi de Gumbel, donc qui a cette fonction de répartition exponentielle moins t. Et alors, ce qui est intéressant ici, donc la constante que j'ai, alors pour des raisons techniques, je l'ai écrite comme un produit. On ne sera pas forcément convaincu de l'intérêt dans cet exposé, mais en fait, c'est primordial de l'écrire comme un produit, parce que le 1 finalement ne va pas dépendre de la fonctionnelle que je considère, que ce soit la distance ou le volume, ce sera pareil, et donc ne dépend pas du convexe que je me donne. Par contre, la dépendance au convexe, elle apparaît ici. Elle apparaît ici, je prends un maximum d'une certaine fonction qui est la courbure de Gauss. Donc la courbure de Gauss, qu'est-ce que c'est? Si vous avez une paramétrisation du bord du convexe, si vous prenez la hessienne, donc vous supposez que c'était C2, vous vous souvenez, le bord du convexe c'était C2, vous prenez la hessienne de cette paramétrisation, vous allez obtenir une matrice symétrique positive, même définie positive, vous avez des valeurs propres qui sont les courbures principales, en un point de la frontière de K. Et si vous faites le produit des courbures principales, c'est-à-dire le déterminant de la hessienne, vous obtenez ce qu'on appelle la courbure gaussienne. Donc la courbure gaussienne, là, vous mesure le niveau de courbure localement de la frontière. Donc ce n'est pas complètement surprenant que plus vous soyez courbé, plus le bleu est courbé, plus vous allez avoir un convexe aléatoire qui va être loin de la frontière. Parce que vous aurez tendance à vouloir couper votre virage si vous êtes en voiture.
C'est ça l'idée. Donc c'est vraiment le max de la courbure qui va intervenir. Alors après, A2, A3, je les passe sous silence, je garde un silence pudique parce qu'ils sont beaucoup moins jolis. En particulier A3, c'est une abomination. Mais ça va encore dépendre du comportement de la courbure au voisinage du maximum de la courbure. C'est ça l'idée. Alors, donc ça, comme je disais, c'était la fluctuation radiale. Alors pour la fluctuation longitudinale, même type de résultat. Donc je prends sur toutes les facettes le maximum du volume des moins 1 dimensionnels. Donc vol des moins 1, c'est la mesure de Lebesgue des moins 1 dimensionnels pour chacun, alors des triangles en dimension 3, chacun des simplexes en dimension D. Donc je prends le maximum. À nouveau, comme j'ai dit, alors pour le coup, j'avais donné une intuition pour avoir 1 sur lambda puissance des moins 1 sur des plus 1. Le log apparaît toujours pour la même raison, parce que je prends un maximum, même si, alors là j'ai un problème, c'est que j'ai des variables qui sont en nombre aléatoire et qui ne sont pas non plus indépendantes, donc ça je vais en reparler dans un instant. Mais en l'occurrence, finalement, le résultat ressemble quand même à ce qu'on aurait pour des variables indépendantes. J'ai un développement asymptotique de mon volume maximal. Tout est déterministe ici, jusqu'au bout ici, le xi. Alors pour simplifier, j'ai gardé les mêmes notations pour A0, A1, A2, A3, qui sont des constantes explicites. En réalité, évidemment, leurs valeurs ne sont pas identiques au slide précédent où j'avais parlé de la distance maximale à la frontière. Voilà, donc j'ai à nouveau une convergence vers la loi de Gumbel. Ici, donc, si je fais le calcul de mes constantes, alors maintenant, c'est au contraire le minimum de la courbure qui va intervenir, parce que plus vous êtes plat, plus vous avez de chances, toujours si je garde l'analogie avec un conducteur sur une piste, plus vous avez des chances de pouvoir rouler tout droit. Parce que si la route est presque plate, vous pouvez rouler tout droit en suivant la route sans trop de mal. Donc du coup, vous avez plus de chances d'avoir des longues arêtes. C'est ça l'idée. Donc c'est plutôt le minimum de la courbure qui va intervenir. Donc c'est pour ça que dans A0, je vois cette dépendance au convexe. Et j'ai autre chose ici qui va intervenir, qui est VD-1, c'est le volume du simplex régulier maximal que vous pouvez inclure dans la boule unité. Donc c'est le simplex régulier inscrit dans la boule unité. Il a un volume qu'on peut calculer explicitement, je ne l'ai pas écrit, mais on le calcule explicitement. Et celui-ci va intervenir pour la bonne raison que si vous voulez une facette qui a un volume maximal, en fait, elle va essayer d'occuper le maximum de place sur la section de mon convexe K. Et comme je vous ai dit, quitte à faire une affinité, je peux supposer que cette section, finalement, c'est une boule des moins 1 dimensionnelle. Donc finalement, je vais avoir un simplex qui va occuper le maximum de place, donc ça va être un simplex régulier inscrit dans la boule des moins 1 dimensionnelle. C'est ça l'idée. Alors, très vite, une stratégie de démonstration, au secours. Alors, pas plus beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est de regarder donc, une fonctionnelle donc, renormalisée sur toutes les facettes et essayer de faire le maximum. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un nombre de variables qui est aléatoire, parce que le nombre de facettes est aléatoire. Elles sont dépendantes, donc j'ai pas mal de problèmes qui m'empêchent d'appliquer la théorie classique des valeurs extrêmes. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que pour y arriver, je vais avoir besoin de réussir à comprendre, d'avoir le comportement fin de la queue de distribution de la fonctionnelle appliquée à une facette particulière. Cette facette particulière, comment je vais la construire? Donc c'est le f lambda. Alors là, j'ai gardé une manière très soft de le dire, c'est une facette choisie au hasard. C'est-à-dire, j'ai un nombre fini quand même s'il est aléatoire de facettes, j'ai le droit d'en piocher une au hasard. Et la loi de cette facette choisie au hasard, ça a bien un sens asymptotiquement et on peut trouver une convergence pour cette facette choisie aléatoire de la queue de distribution de ma fonctionnelle renormalisée. Voilà, et une fois que j'ai ça, ensuite, il va bien falloir quand même que je regarde les variables unes par rapport aux autres, donc j'ai une condition de mélange. Et alors ce qui se passe, c'est fondamentalement différent entre la fluctuation radiale et la fluctuation longitudinale. Dans le cas de la fluctuation radiale, alors il se passe quelque chose qui ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une facette qui est très loin, les facettes voisines aussi, elles vont être loin. Donc ce qui se passe, c'est que si je dépasse le seuil, si j'ai un excédent, il va obliger un peu tous ses voisins à être excédents. Donc les excédents, ils se déplacent par paquets. Si je regarde le long de la frontière, j'ai des paquets d'excédents. Alors ça, c'est le pire du pire qu'on peut s'imaginer quand on fait la théorie des extrêmes, parce que ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus fin, il faut regarder les blocs, et ensuite appliquer ce qu'on appelle la blocking method, qui est quelque chose qui a été développé pour des suites de variables aléatoires réelles.
Et donc là, il faut l'adapter, et c'est assez technique, à notre situation, donc qui est évidemment largement différente, puisque j'ai dépendance et j'ai un nombre de facettes qui est aléatoire. Dans le cas du volume, c'est quand même plus gentil, parce qu'en fait, même si je n'ai pas indépendance, si j'ai deux facettes avec grand volume, ce qui se passe, c'est qu'elles occupent le maximum de terrain sur leur section. C'est ce que j'essaie de représenter ici sur le dessin de manière un peu maladroite, mais c'est juste pour donner une idée. Eh bien, alors, les calottes, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de cette facette, et qui est coincé entre le bord de K et la section qui contient cette facette. Donc c'est une calotte qui serait une calotte sphérique si K est la boule. Et finalement, pour construire cette facette, j'ai besoin que de savoir que cette calotte est vide. Parce que si elle est vide, je suis sûr, alors avec grande proba, que j'ai bien une facette. Donc du coup, si les calottes sont disjointes, j'ai indépendance. Et ce qui se passe, c'est que comme les deux simplex ici vont occuper le maximum de terrain, je ne peux pas trop avoir cette calotte qui va pénétrer dans celle-là. Donc je n'ai pas beaucoup d'intersections et ce pas beaucoup me suffit pour dire que j'ai suffisamment d'indépendance et je m'en sors comme ça. C'est ça l'idée. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, je vais être obligé de passer. Alors là, je n'ai pas le temps, tant pis, désolé. Peut-être ça, c'est intéressant. Où est-ce que je vais réaliser ces maxima? Donc c'est exactement ce que je vous ai raconté. Le maximum de la distance à la frontière, je vais réaliser là où j'ai le maximum de courbure. Et le maximum des volumes, je vais réaliser là où j'ai le minimum de courbure. Donc on a obtenu des résultats, là je passe très vite, sur la position en laquelle, par rapport à la frontière de K, en laquelle je vais réaliser mes maxima. Donc j'ai donné l'exemple ici du volume maximal. Donc le volume maximal, la courbure en le point associé, le point d'appui associé, elle converge en loi bien vers la courbure minimale. Et on a encore mieux, on a une loi asymptotique de la position en laquelle je vais réaliser le maximum des volumes, et y compris lorsque j'ai plusieurs endroits en lesquels j'ai une courbure minimale. Dans ce cas-là, j'ai des poids, et ces poids vont être proportionnels à 1 sur la racine déterminant de la dérivée seconde de la courbure en ces points-là, et on peut même généraliser ça quand j'ai une sous-variété en laquelle je réalise le minimum de la courbure. Voilà. Et là, alors pour le coup, c'est vraiment un résultat auquel on peut penser en lien avec la métastabilité, où j'ai finalement plusieurs minimums de potentiel, et finalement, ils vont être en compétition, et cette compétition va être matérialisée asymptotiquement par cette loi stationnaire. Donc c'est un peu comme si j'avais un processus de Markov quand je fais grandir mon enveloppe convexe et je regarde où se trouve la facette de volume maximal, et ça, c'est finalement la loi stationnaire de ce processus de Markov. Voilà. Alors, dans le temps qui me reste, oui, je voulais simplement mentionner qu'il y a des liens avec la loi de Tracy-Widom. Alors là, je suis obligé de passer très très vite en disant qu'en regardant la queue distribution de la distance à la frontière d'une facette choisie au hasard, j'ai une queue distribution qui ressemble beaucoup à la Tracy-Widom qui apparaît quand je regarde la valeur propre maximale d'une matrice du modèle des matrices aléatoires GUE. C'est une première chose. Alors, ce n'est pas exactement la même queue distribution, mais il y a une analogie qui s'établit. Et qu'en fait, tout ça nous suggère que, quelque part, notre modèle de croissance, puisque finalement j'ai quand même un modèle de croissance, quand je rajoute de plus en plus de points, si je l'homothétise par lambda en dimension 2, j'ai finalement des fluctuations radiales et longitudinales qui sont analogues à pas mal de modèles de croissance connus en littérature, qui font partie d'une classe d'universalité qui s'appelle KPZ. Donc lié à l'équation donc dérivée partielle stochastique KPZ, donc qui vérifie certaines propriétés. Donc il me faut une croissance linéaire, ce qui est le cas si je homothétise par lambda. J'ai des fluctuations donc, en t puissance 1 tiers radiales et en t puissance 2 tiers spatiales. Alors si je homothétise par lambda, c'est bien le cas aussi pour moi. J'ai lambda 1 tiers, lambda 2 tiers. Parce que j'avais lambda moins 2 tiers, lambda moins 1 tiers, mais si je remultiplie par lambda, j'ai bien les mêmes fluctuations. Alors, je n'ai pas exactement Tracy-Widom, mais j'ai une queue distribution qui y ressemble. Et donc là, on a simplement conclu sur le fait qu'on semble être dans une classe d'universalité de type KPZ faible. Voilà. Et 2 minutes peut-être ou... Oui, 2 minutes. 2 minutes, juste parce que c'est juste ludique de présenter l'enveloppe convexe pelée. Où là, alors maintenant, je change un petit peu de sujet, enfin, je fais un pas de biais, mais c'est quand même, on reste dans le même univers. Donc, je construis l'enveloppe convexe, et ensuite, une fois que j'ai cette enveloppe convexe, j'enlève les points extrémaux, je reconstruis une deuxième enveloppe convexe, etc. J'itère. Donc, l'idée, c'est vraiment j'ai des données multivariées, je cherche à avoir une notion de profondeur
En particulier, à la fin, l'idée, c'est de pouvoir donner une notion de médiane. Donc, quand j'ai des données sur la droite réelle, on peut construire la médiane de cette manière-là en prenant les 2 points les plus éloignés. J'enlève ce qu'on appelle les outliers. Et après, si j'en enlève suffisamment, j'arrive à aboutir à la médiane. Là, c'est exactement la même idée. C'est assez robuste vis-à-vis des outliers, ce qui n'est pas le cas si je fais la moyenne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de reprendre cette notion de profondeur, mais pour des données multivariées. Et il se trouve qu'on ne sait pas dire grand-chose sur ces différentes couches. Donc, pelage comme un oignon. Ces différentes couches donc, me donnent une notion de profondeur donc, que j'ai écrite ici, tout à fait intuitive. C'est le numéro de la couche dans laquelle je me trouve. Et puis, quand je suis entre 2 couches, je garde le même numéro. Voilà, comme ici sur le dessin. Et donc là, je voulais simplement mentionner qu'il y a des résultats sur le nombre total de couches. Si je jette un nombre de points qui est poissonien dans un ensemble qui est convexe ou même pas, d'ailleurs, ça marche. Donc il y a un résultat du Hadalal qui vous dit que le nombre de couches total est toujours en absence 2 sur D plus 1, quel que soit le convexe. Et un résultat beaucoup plus profond et très récent qui est du Kelder et Smart qui vous dit qu'en fait, la fonction de profondeur, finalement, elle converge, si je le modétise convenablement, elle converge vers une fonction qui satisfait une équation de dérivée partielle, c'est une solution de viscosité de cette équation de dérivée partielle, explicite, qui dépend même en fait, de la densité qu'on se donne des points que j'ai jetés dans mon ensemble convexe juste donné au départ. Voilà. Et nous, donc, ce qu'on a fait avec Gauthier, simplement je le mentionne, c'est qu'on a regardé le nombre de points et le nombre de facettes pour chaque couche, pour les premières couches, et on arrive à avoir un dictionnaire qui nous lie les couches après transformation adaptée pour voir ce qui se passe près de la frontière. Et alors, ce qu'on découvre, c'est que visiblement, on n'a pas trop de différence, donc là c'est dans la boule, on n'a pas de différence sur la croissance du nombre de points par couche. On n'arrive même pas à montrer ce qui se devine quand même quand on regarde la boule, à savoir qu'il y a de moins en moins de points sur chaque couche au fur et à mesure que je m'enfonce, au fur et à mesure que je pèle l'oignon. Ça, c'est encore ouvert de montrer qu'il y a de moins en moins de points. Et c'est encore pire dans le carré, où là on commence avec un nombre logarithmique de points pour les premières couches. On est sûr qu'on a un nombre logarithmique, mais je sais que j'ai un nombre de couches au total qui est lambda puissance 2 sur D plus 1. Donc je suis sûr que je dois finir à la fin par avoir des couches qui ont un nombre polynomial de points. Donc il y a une transition de phase qui s'effectue et on n'a aucune idée de à quel moment ça s'effectue. Donc il y a évidemment beaucoup de questions ouvertes sur cette question sur ce problème de convexal peeling. C'est tout ce que je voulais vous raconter. Merci pour votre attention.